Bah, moi, c'est assez studieux parce que Ouais, ça bosse voilà, à côté ça son build. stratège, ça build. Après, on a eu quoi? On a eu, c'est le bear market avec la phase d'ennui, donc on peut pas dire que sur les marchés on se soit éclaté, mais on, mais, mais on a eu quand même un crypto Twitter qui s'est un peu calmé, qui était à un moment un petit peu plus quali, et puis même ça a fini un peu par décliner. Et là, je sais qu'il y a pas mal de confs qui sont en train de se remplir petit à petit. Et moi, c'est ce à quoi je vais m'atteler, je crois, à partir de cette année 2024. J'en ai pas fait beaucoup en 2023, finalement. Et je vais être un petit peu plus présent sur les confs l'année qui vient. Mais il y Yes. avait pas mal de trucs intéressants, hein. Franchement, ça a quand même build. Donc, quand tu regardais, il y avait quand même des choses intéressantes à voir. Moins de bruit, quoi, beaucoup moins de bruit. Et, euh, et après, on a eu quand même pas mal de. J'ai envie de dire que l'action, elle s'est un peu passée même en dehors de la sphère crypto, hein, beaucoup, hein. On a beaucoup parlé des instits, des ETF, des machins, même de Bitcoin. On a eu pas mal de trucs sur la littérature qui a pu sortir sur Bitcoin, tu vois, des trucs dans le genre. Donc c'était aussi intéressant. Après, voilà, c'est forcément un peu moins passionnant, on va dire, parce que c'est la boring phase, donc on s'ennuie tranquillement. Mais on n'est jamais descendu en dessous de 400-500 mecs, hein. Ouais, en général, on fait entre 500 et 1000, là, même en bear market, donc c'est plutôt cool. Merci Oko Crypto pour tes 5 abos qui sont partis à Corée, Alfinger, Gabo, Gamosh, El Pistoletto et Stanislas. Merci beaucoup. Et il y avait Erratic qui demandait si c'était la première fois que Sam venait sur la chaîne. Eh bien non, mais ça remonte tellement que justement, on était en train de se dire que les 2-3 ans là, du cycle en cours, ils sont passés à une vitesse. Pour nous, en fait, ça représente un claquement de doigts. Quand on regarde derrière ce qui s'est déroulé en 3-4 ans, on n'en revient pas nous-mêmes, quoi. Et c'est là où on voit que oui, effectivement, on s'est invité il y a bien trop longtemps, quoi. C'est assez ouf. Je suis bien à l'hôtel Ibis, En Franck, tout tout cas, va bien, j'ai t'inquiète. un peu de latence. Represent. Ah, pardon, Manu, j'ai eu un peu de lag. Donc, je disais, en tout cas, c'est un plaisir Ah, de vous rejoindre une nouvelle fois pour cette émission. Je vous remercie pour cette invitation et j'espère qu'on va passer je pense qu'on va passer un chouette moment. Merci à tout le chat pour les invitations, les messages, etc. Je vais essayer d'être divertissant. Je vais pas dire grand-chose d'intelligent ce soir, hein, je pense. eh ben, t'inquiète pas, on n'est pas là pour ça. Voilà. Nous, de toute Alors, façon, comme on Marc disait tout à va. l'heure en off. Ouais. Attends, c'est moi qui ai un lag ou c'est toi? Non, je pense qu'on Je a confonds tous déjà. un lag en fait, hein. Ça va être intéressant. On va se marcher Ouais. dessus. Bah, au pire, quand il y en a un qui a fini de parler, on attend une petite seconde, au moins on se rassure. Mais ouais, Ça je disais, marche. il y a Marc qui va arriver juste après. J'espère qu'il n'a pas oublié que c'était 20h et pas 21h. Normalement, ça devrait être bon. Et puis voilà. Moi, je vous propose qu'on fasse un mini tour d'analyse technique vite fait, puisque, comme je disais tout à l'heure en off, avec le recul du bear market, j'ai l'impression que moins on passe de temps sur les graphiques et mieux on se porte derrière, en général, et moins on prend de mauvaises décisions pour nos portefeuilles aussi. Ça a tendance à être pas mal vrai en bear. D'ailleurs, il y a quelqu'un récemment de la communauté qui nous disait oui, j'arrête pas de perdre et tout, je rentre, je sors sans arrêt. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est le simple fait d'être hyperactif qui est en train de lui faire perdre de l'argent, quoi. Au lieu de juste faire un petit DCA des familles et de pas trop s'en occuper, il y a des gens qui cherchent un peu trop la complexité, si je puis dire. Alors, on a un crypto total, un marché qui aujourd'hui pèse 1150 milliards et quand on fait la rétrospective, on était à 3000 au pic. J'ai envie de dire déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, comme si on était un peu à mi-chemin entre le point bas ultime qui s'est trouvé à quoi, 700, 750 milliards. On a quand même pas mal recouvré depuis le début d'année 2023, c'est plutôt positif. Et pour autant, ben, on est toujours assez cloisonné. D'un côté, au niveau du Bitcoin, on sent que ça pourrait partir au fameux 30-30
2000. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore parti. Et d'un autre côté, on a cette liquidité qui attend que ça, on dirait, d'être déversée sur le marché crypto si on venait à avoir l'approbation des ETF spot et le futur halving en avril 2024 qui là aussi joue son propre narratif, si je puis dire, au niveau du Bitcoin. Puisque après, je ne sais pas ce que vous en penserez, vous me direz tous les deux, parce que c'est toujours intéressant de confronter aussi des points de vue. Mais est-ce que le halving est un élément qui, en tant que tel, déclenche quelque chose, ou est-ce que c'est la croyance globale qui fait le narratif, qui derrière déclenche le futur cycle haussier? Et ça, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est d'accord pour se positionner dans un sens ou dans l'autre. Donc, je ne sais pas déjà, qu'est-ce que vous inspire cette pseudo-reprise de 2023 et est-ce que vous êtes plutôt sur la retenue pour 2024 ou vous pensez que ça pourrait vraiment libérer quelque chose ETF / halving? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Manu, tu veux Comme tu veux, vas-y, je t'en prie, allez. Comme ça, je te coupe pas l'herbe sous le pied. Ah bah, allons-y, merci Manu. Moi, à titre personnel, j'ai décidé de construire mon plan pour les prochaines années, aussi bien personnellement que professionnellement, en partant sur des perspectives très pessimistes et en me disant que c'était un peu trop téléphoné et évident qu'à chaque halving, le marché se mette à pumper et tout ce genre de choses. Donc, ça m'arrange parfaitement si post-halving, les choses se passent bien parce que avec la configuration que j'ai, j'en bénéficie dans une certaine mesure vu que j'ai suffisamment d'exposition à ce marché-là, admettons. Mais si ça se passe mal, je ne vais pas dire que ça m'arrange, mais ça rentre plutôt dans la perspective, le framework que je me suis conçu. Mais le but final, c'est de pouvoir garder un maximum de bande passante pour réfléchir à d'autres choses qui sont plus liées, par exemple, à mon boulot. Donc, je n'ai pas vraiment réfléchi à la relation entre l'ETF et le prix de Bitcoin ou le halving et le prix de Bitcoin. J'essaie juste de faire abstraction de tout ça, enlever tout ça de ma cervelle, juste travailler et suivre en fait un plan qui est très simple, qui part d'un postulat ou plutôt d'une projection qui est extrêmement pessimiste pour le marché. Là, aujourd'hui, que Bitcoin franchisse la barre des 30 000 $, c'est une vision qui me plaît beaucoup, vu que j'ai du BTC. Mais après, c'est ma perspective, bien entendu. Je vois les choses ainsi. Je préfère juste enlever un maximum de fils de réflexion, de pensée en arrière-plan, etc., pour être plus tranquille. Donc, j'ai tout dégagé. Je regarde un peu moins les prix qu'avant. Mais le fait que les choses pump m'arrange beaucoup, même si je me prépare psychologiquement à potentiellement BTC qui revient à 10-15 000 pour je ne sais quel Black Swan, même si ça me semble très peu probable. J'ai décidé de plutôt opter sur une stratégie qui consiste à enlever un maximum de choses. Mais cette stratégie-là ne rend pas du tout impertinent. Voilà, par exemple, une stratégie de DCA en parallèle ou autre, ce genre de choses-là. Voilà ce que je dirais. Super intéressant. Puis ça a aussi le mérite de démontrer ce dont on parlait tout à l'heure, de pas se casser trop la tête et de pas sans arrêt être collé à son portefeuille, à un prix, à un début de pump. Et ça, c'est vrai que ça, on est tous passés par là, nous les premiers. Hein. C'est pour ça que peut-être après on a des discours un peu plus paternalistes ou que sais-je. Mais c'est aussi ce qui a l'air de fonctionner, de pas sans arrêt se taper la tête contre le mur du marché crypto en essayant d'être le plus fin à la fin, justement, alors que la plupart du temps, on ne sait pas justement à X mois qu'est-ce qu'il pourrait en ressortir. Et c'est vrai que les 2 dernières années, quand on voit ce qu'on s'est pris sur le coin de la tronche, c'était difficile de prévoir tout ce qui aurait pu se passer. Ça a été très, très compliqué. Hein. Ça a été assez dingue ces 2 dernières années. On a été rejoint par Marc. Salut Marc. Salut Marc. Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Oui. Alors, je suis pas dans mon setup de la secte aujourd'hui, hein, parce que j'ai écouté le replay et le son est pas bon sur les AirPods. En tout cas, c'est pas aussi bon que ça. Ah, Donc, forcément. on repasse sur Microsoft temporairement le temps que je réinstalle le setup. Et très heureux de recevoir Sam ce soir. Comment? Ton micro est un tout petit peu fort, je ne sais pas si tu peux régler. Ah, excuse-moi, attends, je vais baisser le gain. Je t'en prie. Voilà. Parce que j'étais dans l'oreille. Eh bien, très heureux de te recevoir, Sam, ce soir. Pareillement. Très heureux de partager ce moment avec vous, c'est Manu, Marc, et de discuter de plein de choses, de plein de bonnes choses. Hein. Donc, non, merci pour l'invitation et ravi de retrouver aussi la communauté, le chat, etc.
voilà, pour passer ce moment-là. Ça me fait très plaisir. Du Je coup, rebondis donc sur ce que yes, vous bah vas-y disiez. Manu. Donc, alors moi, je suis un peu entre les deux. Donc, c'est-à-dire que de vous quatre, je pense que je dois être le plus jeune en termes d'entrée sur le marché. Donc, je suis un peu plus, on va dire, attentif au prix sans être le nez dans les graphiques tous les jours. Mais je ne suis pas contre un bull run parce que ça fait quand même déjà 1 an et demi qu'on est en bear market et pour la DeFi 2 ans et demi. Donc ça ferait plaisir qu'on passe sur une tendance, on va dire, un petit peu plus haussière. En ce qui concerne le graphe qu'on a sous les yeux, sincèrement, je connais pas la suite du graphe, mais en tout cas, ça ressemble à un range parfait, comme il se doit, au moment où il se doit, comme je l'ai déjà dit. Donc ça me convient, que ça pump un peu pour retourner à 30 000, etc. Est-ce que ça dépassera la ligne que tu as tracée? On verra bien. Mais si ça la dépasse pas, c'est pas grave, ça mettra un petit peu plus de temps. Et puis c'est pas très grave. J'apprends également de mes erreurs passées. Donc ça, c'est plutôt cool, puisque si je me renvoie il y a 4 ans, à la même époque, j'avais plutôt, comme tu disais, comme tu donnais l'exemple, envie d'acheter, de vendre, de faire des choses qui étaient au final pas si efficaces que ça, alors que avoir acheté un peu quand on était au creux de la vague, et puis s'asseoir sur ses mains maintenant pendant encore 1 an et demi, ça me convient très très bien. Et c'est beaucoup moins chronophage et anxiogène. Donc là-dessus, ça c'est quelque chose que j'ai pu apprendre et qui permet de relativiser un peu les prix et donc voilà, de ne pas être collé au graphique. Et en ce qui concerne, alors d'un côté, le halving, pour moi, même cause, mêmes effets. Donc je reste persuadé que ce sera même encore plus violent cette fois-ci parce que quand je regarde la liquidité disponible sur les exchanges centralisés et quand je regarde le fait que ce halving va soit diminuer un petit peu moins la liquidité parce que bon, c'est un halving qui va passer la récompense de 325 à la moitié, à 1,5 on va dire, à 1,6, et au final ça peut ne pas avoir un effet aussi violent que d'habitude, mais je pense que quand on corrèle ça avec l'approbation de TF Spot, on va avoir quand même des besoins de liquidité qui risquent de vraiment augmenter. Et comme tu l'as tweeté cette semaine, CM, on risque d'avoir effectivement, si on a des gros players et si on commence à avoir beaucoup de gens qui veulent acheter du BTC, on va se retrouver face à ce choc de liquidité qui pour moi va être en termes de prix assez violent. Alors après, sous réserve qu'on n'ait pas des Black Swan du côté de la finance, et encore, je ne sais même pas si on ne pourra pas, considérer d'une certaine façon Bitcoin un peu comme un safe haven à ce niveau-là, avec une monnaie dure un peu ressemblant à l'or. Donc voilà. En tout cas, et en même temps, ouais, et je t'ai fini. Et en même temps, pareil que Sam, je bosse, je construis, je build. Donc au final, ça permet aussi d'être dans les cryptos, mais d'être pas que dans les cryptos pour le prix. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est cool et qui fait déconnecter un petit peu des graphiques, puisqu'on a d'autres objectifs en tête. Et comme on veut que tout aille vite et que c'est pas forcément tout le temps le cas, on reste focus sur ce qu'on a à faire. L'idée, c'est de se construire un peu cette conviction que c'est inévitable. Bon, idéalement, Oui. ça se passe en 1 an ou ça peut prendre 4 ans. Mais si on a cette idée-là qui est bien construite, à laquelle on est attaché, ça permet de prendre un peu de recul sur les prix, les charts, etc. Mais je comprends aussi que c'est tentant de consulter son portfolio, de savoir comment ce dernier projet qui va faire un airdrop sur lequel on a placé quelques billes se comporte, etc., etc. Mais après, tous ces compromis, ces trade-offs, ils sont à prendre selon le temps que vous avez à allouer à la surveillance des marchés, à vos activités en parallèle, à l'intérêt que vous avez pour cette activité. Peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît aussi, de suivre les cours, etc. Et ça dépend tout simplement de qui vous êtes, de vos comportements, de vos envies, etc. Donc, je pense qu'il y a plusieurs solutions à ce problème. Le narratif dont tu parlais aussi, Manu, il suit son cours petit à petit d'un point de vue institutionnel. Enfin, c'est la sensation qu'on en a avec les infos qu'on a en ce moment, de fonds, de banques d'affaires, de grandes banques américaines qui, tôt ou tard, vont finir par mettre un micro-pourcentage des placements globaux dans peut-être un jour les cryptoactifs, dont Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, était quand même assez complexe parfois à mettre en place,
Mais à partir du moment où tu leur offres un ETF spot qu'ils vont pouvoir positionner sur divers supports, sur divers produits et le proposer à une frange quasi illimitée de personnes, entre guillemets, ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Après, on a l'autre côté du spectre avec les futurs qui sont souvent quand même beaucoup spéculés à la baisse de ce côté-là. Donc, c'est vrai que on va voir si ça apporte un certain contrebalancier aussi, le TF Spot. Et comme tu le disais, moi, je suis curieux de voir sur la liquidité. On peut le mesurer, hein, que ça soit on-chain ou que ça soit les échangeurs centralisés. On a plus que jamais des cryptos qui sont sortis des échangeurs centralisés pour être stakés, pour être bloqués, gardés précieusement sur des ledgers. Donc, j'ai plus le ratio là dont on parlait ces jours-ci en tête, mais c'est vrai que on peut avoir des décalages assez sérieux en fonction de la demande qu'il y aura ou pas. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de plutôt. J'ai envie de dire, en plus, les miettes de certains sont les rochers suchards des autres, tu vois. Donc, j'attends les miettes, comme tu dis, mais je pense qu'après, tout est une question de taille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, genre des dessins animés, genre 1001 pattes ou des choses comme ça, ou quand vous êtes une fourmi, une goutte d'eau, c'est quand même assez flippant quand ça vous tombe dessus. Je pense qu'à mon avis, on va avoir pareil avec les petites miettes de liquidité de gros players. Ça risque de nous surprendre. Après, c'est à voir, mais c'est mon avis. Yep. Marc, est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Yes. Moi, je rajoute un petit peu les chiffres. J'ai vu le chart passer il n'y a pas longtemps sur la liquidité BTC et Ethereum sur les échangeurs centralisés. On est sur le all-time low. Donc, clairement, tout le monde se barre des échangeurs centralisés. On ne peut pas s'en plaindre, hein, très clairement. Hein, c'est not your keys, not your coins. Acheter un ledger et puis détenez vous-même vos propres actifs. C'est toujours une bonne idée, surtout après, dans un monde post-FTX, post tout ce qu'on a vécu. Et la deuxième chose, c'est que la liquidité et le market cap des stablecoins les plus gros, c'est-à-dire USDT et USDC, notamment USDC, sont relativement basses aussi. Donc on est sur un pump dans un marché où la liquidité est assez sèche. Donc c'est en fait un marché qui est rapidement, avec peu de volume, enclin à imprimer des variations de cours qui sont assez importantes. On l'avait vu dans la fake news de la semaine dernière ETF avec Cointelegraph, où le Bitcoin avait imprimé 10% de gain de valorisation, un petit peu plus de 10%. Donc 60 milliards, non, peut-être pas 60 milliards, mais enfin plusieurs milliards. Si, c'était ça, même un peu plus, 70, je crois. 80, je crois. Ouais, 60 ou 70 milliards de valorisation gagnée, mais sur des volumes de centaines de millions de dollars. Ce qui n'est pas impressionnant, en fait. Donc, là où j'invite les gens à la prudence, c'est que quand ça monte aussi vite parce que la liquidité est sèche et que les carnets d'ordre sont vides, ça peut redescendre tout aussi vite. Parce qu'il suffit d'une whale ou deux qui viennent prendre leurs profits. Et les profits, il y en a. Cette année, le Bitcoin est à plus 80%, je crois, par rapport au 1er janvier ou un truc comme ça. C'est assez important. La DeFi s'est revalorisée pas mal. On est à plus 30, plus 50% selon les actifs. Ethereum, par rapport au DPEG de STED qui avait fait un peu peur, je crois qu'on était tombé à $800. Là, on est à 1700, presque 1800. Donc, on est à x2, au-dessus de x2. Donc, il y a des whales qui, forcément, seront invités à prendre des profits. Je ne suis pas en train d'essayer de faire la Cassandre. Vous me connaissez avec mon biais optimiste. Mais je vous mets un petit peu des faits aussi dans la balance pour que vous, en tant qu'investisseur, vous fassiez vos propres devoirs et vous preniez vos propres décisions d'investissement. Il est difficile de vous conseiller d'investir avec vos émotions. Prenez d'abord connaissance de tous les faits et prenez vos décisions. Vous êtes des adultes et on a confiance en vous. Yes, et pour Ether en particulier, c'est vrai que depuis qu'il y a eu la transition en Proof of Stake, est-ce que, comme l'avait déclaré, je ne sais plus qui à l'époque, je ne sais plus si c'était JP Morgan, un autre, ou Goldman, ou enfin peu importe, ils avaient dit qu'à compter de la transition en Proof of Stake, il faudrait considérer Ether en tant qu'actif comme un nouvel actif. C'est-à-dire on ne pourrait pas se baser sur les années qu'il a connues en Proof of Work, et il y aurait une transition d'un point de vue purement spéculatif où il faudrait voir comment il se comporte derrière. Toujours est-il, pour en avoir discuté là aussi sur la chaîne plusieurs fois et notamment lors des 2-3 émissions avec Bitcoin, il y a désormais un avantage qui est assez spectaculaire, c'est qu'il a résolu le côté énergétique, entre guillemets, qui peut plaire ou ne pas plaire, mais il coche les cases
qui vont bien, notamment aux États-Unis, en agitant ce drapeau du moins 99,9 de consommation énergétique. C'est souvent ce qui est reproché à Bitcoin, malheureusement, et à tort, la plupart du temps, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, il y a aussi la possibilité de staker ces Ethers, donc d'avoir un rendement. Et ça, pour un fonds d'investissement, d'avoir toutes les années quelque chose en plus qui vient se greffer, ça reste un narratif aussi qui peut se défendre. Et le tout en ayant un actif qui, dès qu'il est un peu plus utilisé au niveau de sa blockchain, a tendance, et on l'a vu avec différents sites qui mesurent ça, à devenir déflationniste. C'est-à-dire qu'on perd des Ethers sur le total supply. Et tout mis bout à bout, on se pose la question aujourd'hui de comment va être pricé Ether sur ce premier cycle où il est en proof of stake. Et ça, je trouve que c'est aussi une question qui est relativement pertinente, puisque c'est un truc qui m'avait pas mal fait cogiter à l'époque, d'effectivement peut-être Ether en tant que tel, l'ETH, est-il considéré comme un nouvel actif à compter de son passage en proof of stake. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si vous pensez que c'est totalement bullshit ou que sais-je. Je vais faire une réaction rapide sur nos amis. J'ai pas mal de bruit en retour. Je sais pas d'où ça sort. J'ai un retour rapide malheureusement sur nos amis qui pensent tout le mal du Bitcoin parce que forcément on brûle la planète et on fait bouillir les océans. Vous voyez, de toute façon, ils trouveront toujours quelque chose à dire puisque là, ils peuvent pas vraiment nous embêter sur le proof of stake dans Ethereum. Et du coup, ils ont trouvé, c'est le Wall Street Journal et l'équipe de Elizabeth Warren, qui est une congressman, ou congresswoman plutôt importante aux États-Unis, qui a dit de toute façon, la crypto, ça sert à financer les groupes terroristes dans la région de la Méditerranée qui fait parler d'elle en ce moment. Le Wall Street Journal s'est fait un peu épingler puisque ils avaient confondu 80 millions de dollars de volume de tout l'exchange avec un compte qui était plutôt aux alentours de 400 000 dollars. Et Chainalysis avait repris les chiffres de l'article en disant que c'était principalement des conneries qui avaient été écrites. Ce qui est dommage parce que Wall Street Journal, c'est quand même un journal avec une très très bonne réputation, une très belle histoire. Et tomber un petit peu là-dedans, c'est assez compliqué. Tout ça pour dire que malheureusement, les détracteurs des cryptos trouveront toujours quelque chose à dire pour leur reprocher. Et en fait, on est souvent face à des gens qui sont contre la spéculation en général. Donc en fait, ça leur plaira jamais. Que ce soit que ça lave plus blanc que blanc, que ce soit la technologie et l'infrastructure du nouvel Internet, etc. C'est des gens qui ont un problème souvent, malheureusement, avec le fait d'investir, le fait d'avoir un patrimoine, d'essayer de le développer, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter et mettre en avant. Pour revenir au sujet, pour moi, c'est très clairement une nouvelle classe d'actifs et c'est la première fois qu'on a une classe d'actifs avec ses propriétés, puisque avec ce fameux burn des actifs par rapport aux frais de transaction sur Ethereum, on est sur la première blockchain qui est soutenable économiquement, qui n'a pas besoin de subventions pour financer la sécurité de son réseau. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Et a priori, il y aura un avant et un après dans l'industrie des cryptos. Ouais, c'est bien de le rappeler, effectivement, surtout quand on le compare à plein d'autres blockchains qui sont clairement subventionnés à hauteur de 95-99% et qui posent de réels problèmes quand la sustainabilité de l'ensemble. Et c'est pour pas les citer, mais bon, c'est le cas pour des blockchains comme Solana, comme Polygon, où on a beaucoup de subventions des validateurs et ça pose un problème de revenus et donc de décentralisation à la fin, quoi. Mais Solana qui est favorisé par les marchés ces derniers temps. On en parle assez peu sur la chaîne parce qu'on favorise la décentralisation. Mais il faut savoir que, notamment aux États-Unis, ils s'en foutent un peu. On ne va pas se le cacher. La décentralisation, c'est assez secondaire. Et si vous êtes sur le crypto Twitter et les réseaux sociaux crypto américains, ils parlent de deux choses. Ils parlent de Solana et ils parlent de Friendtech, qui sont pas vraiment des exemples de décentralisation. Il y en a un, c'est un réseau social / Ponzi où vous achetez ou vous vendez des actions de vos amis et de vos influenceurs préférés avec 10% de frais à l'entrée et à la sortie quand vous achetez ou vous vendez. Vous voyez un peu le genre de modèle. Et la deuxième chose, c'est Solana qu'on
on ne va pas décrire pourquoi c'est pas décentralisé. Je pense que vous avez déjà tous les éléments sur la chaîne. Consécutivement à cette discussion autour d'ETH, j'en profite pour slider sur ce qui finalement est venu se greffer autour d'ETH, mais pas que, enfin du réseau Ethereum, pas de l'actif ETH en tant que tel, qui sont les layers 2 et tout ce qui est le sujet de l'interopérabilité, qui est vraiment un truc super prégnant sur cet intercycle qui nous conduit, on l'espère, au prochain cycle haussier des 12 à 24 prochains mois. On croise les doigts pour ça, mais on n'a toujours pas de boule de cristal, je le rappelle. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a saisi sur cette dernière année? Est-ce qu'il y a une avancée qui vous a marqué au niveau des layers 2, de l'interop ou de quoi que ce soit qui vraiment ait retenu votre attention? Peut-être Sam, sur ce sujet, n'hésite pas s'il y a un ou deux projets ou quelque chose en particulier d'un point de vue technique et technologique où tu t'es dit, bon, là, vraiment, il y a un renouveau, quelque chose qui est en train d'avancer très fort. Ok, très bien. Alors, pour les layers 2, je trouve que c'est intéressant dans la mesure où on hérite de certaines garanties de sécurité d'Ethereum Mainnet à partir du moment où on construit dessus. Par contre, j'ai été aussi surpris positivement par l'arrivée en production des premiers ZK Rollup ou Validity Rollup, alors qu'il y a 3 ans ou 2 ans, on voyait ça comme quelque chose de plus distant. Idem, il y a eu le lancement de quelques Optimistic Rollup et consorts. Par contre, assez déçu des performances de ces derniers en production. C'est pas non plus c'est pas non plus impressionnant. Et finalement, la logique de coût de ces derniers est très dépendante de ce qui se passe sur Ethereum Mainnet, etc., etc. Mais à mesure que le temps passe, voilà, il y a de plus en plus d'options qui sont disponibles. Les performances des Layer 2 sont de plus en plus intéressantes. On l'a vu avec Arbitrum Nitro, Optimism Bedrock ou encore la version 0.12 de Starknet et d'autres optimisations que l'on a pu observer sur zkSync, Polygon, Matic, etc. Mais il y a encore beaucoup de marge de progression. En ce qui concerne l'interopérabilité, on n'y est pas encore. On voit de nouvelles propositions arriver, comme par exemple ce qu'on appelle des storage proof, donc des preuves d'inclusion, enfin, pour mélanger à des preuves de validité pour prouver qu'il s'est passé telle chose à tel moment sur une chaîne X, Y ou Z avec des garanties de sécurité correctes en utilisant justement des preuves de validité. Après, pour les ZK Rollup, il y a l'agrégation s'ils utilisent le même type de preuves, etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'il se passe pas mal de choses, ça progresse plutôt pas mal. En termes d'activité sur les roll-up, je pense qu'il faut y prêter attention parce que, et c'est bien sûr que mon avis, je trouve ces systèmes-là plus crédibles par défaut que pas mal de Altel One sur le moment. Et à la fin de l'histoire, ce qu'on veut, c'est justement cette crédibilité sur le système sur lequel on choisit de construire. Mais ouais, après, en termes de communauté, les Optimistic Rollup ont peut-être eu de meilleurs effets de réseau en network effects, vu qu'ils ont pu être lancés plus tôt. Mais bien entendu, j'ai un biais là-dessus. Il faut que je le signale. Je suis partenaire stratégique de ce système-là. Mais c'est vraiment parce que je le pense très sincèrement. En termes de communauté, j'ai encore du mal à observer sur les EVM Rollup des projets vraiment spécifiques à tel ou tel rollup ou des dynamiques communautaires ou des écosystèmes, une logique d'entraide que l'on va trouver que sur un EVM rollup par rapport à un autre, etc. etc. Même si sur OPI, il commence un peu à avoir ce type de choses, j'attends un peu de voir comment ça se développe. Sur Starknet, malgré des métriques un peu moins convaincantes sur la TVL, etc., il y a pas mal de choses qui sont spécifiques à cette stack-là, à ce rollup-là, ce que je trouve intéressant, mais ce qui ne nous donne aucune garantie quant au succès de ce rollup-là à T plus 5 ans, 6 ans. Donc, pas mal de choses intéressantes. Pas mal de choses intéressantes aussi sur le plan de l'infrastructure. À mesure que le temps avance, on voit de plus en plus de RAAS, Rollup as a Service, plateformes qui se développent, comme Caldera, Altelayer, Conduit, etc. Et à mesure que le temps avance, ou Madara encore, il devient de plus en plus facile de lancer son propre rollup et de le configurer avec des paramètres qui répondent à vos besoins très spécifiques. Et très bientôt, vous allez avoir le choix
entre la source de disponibilité de données qui correspond à vos besoins, au coût que vous souhaitez offrir, etc. Il y a des grosses mises à jour comme Volition sur Starknet qui arrivent, des Validium à Gogo sur d'autres stacks aussi. Vous pouvez choisir Celestia comme DA qui arrive bientôt en production là, sur les jours qui arrivent, voire même les heures. Vous avez bientôt EigenDA, etc. Donc, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut un peu, on va dire, modérer son optimisme ou son enthousiasme sur la chose parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments qui ne sont pas encore très convaincants, voire médiocres en termes de performance. Mais d'un autre côté, c'est pas si grave que ça parce que ce qui me laisse un peu sceptique aussi, c'est qu'on nous offre une tonne de block space et il n'y a pas beaucoup de gens sur le buy side, quoi. Donc, il faudrait encore les utiliser, ces 50 transactions par seconde de capacité révolutionnaire. Et j'espère juste que l'on arrivera dans un contexte qui légitimera l'existence d'un maximum de ces roll-ups. Parce qu'aujourd'hui, je veux bien en suivre 6 ou 7, mais tout ce qui va au-dessus ou autour, ça m'inquiète un peu. Mais ce qui est cool dans la crypto, ou je ne sais pas si c'est cool, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'activité intrinsèque sur un système et son appréciation. Donc peut-être qu'au nom des vibes et de la folle culture de ces roll-ups-là, numéro X, Y, 3000 ou quoi, 4000, on aura peut-être des systèmes qui s'apprécieront ou autres. Mais je suis un peu préoccupé quant à cette perspective. Voilà. Moi, je me souviens, j'ai retrouvé le tweet le 27 janvier. Ethereum a gagné la guerre des L1. J'avais été un petit peu provocateur à l'époque, etc. Et maintenant, c'est le début de la guerre des L2. Depuis ce tweet-là, on a Celo qui est devenu un layer 2. On a Canto qui est en train de devenir un layer 2 d'Ethereum. Je crois qu'on en a un autre qui est aussi en train de devenir un layer 2. On a surtout le roll-up as a service, comme tu le dis. Moi, je pensais à Polygon aussi, que tu n'as pas cité, mais qui a fait des EKVM as a service et qui a onboardé plusieurs projets dans leur truc. Est-ce que tu penses qu'on est dans la L2 War et qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de faire un layer 1? Donc, des trucs comme Polkadot, on s'en fout en 2023 et bientôt 2024. Alors, c'est intéressant parce que pour en revenir, tu mentionnes Polkadot aujourd'hui, leur approche là, de Relay Chain ou de Shared Security, c'est finalement une version un peu peut-être trop early de ce qu'Ethereum a essayé d'offrir aujourd'hui parce que conceptuellement, les deux systèmes ont pas mal de similarités si on regarde la relation entre Ethereum Mainnet et les rollups qui sont quand même. Moi, je pense que Polkadot, c'est le Militel. C'était la bonne idée, la mauvaise exécution et le mauvais timing. Au final, c'est Internet qui a marché. Polkadot, j'ai rien contre eux, mais malheureusement, pour moi, c'est terminé, quoi. Merci, au revoir. Exactement. Et c'est intéressant que tu mentionnes justement la transition de Celo avec la prop 116 de L1 vers L2. Il y a aussi Mina qui potentiellement pourrait devenir un roll-up vu qu'aujourd'hui, leurs travaux consistent à construire un bridge entre Mina et Ethereum. Peut-être que c'est pour poster Enfin bref, il se passe pas mal de choses dans cette direction-là. Et on en revient toujours à la logique des Dans le vibes. chat, il cite OpBNB aussi qui utilise la stack Optimism. Bien vu dans le chat pour Binance Chain. OpBNB, etc. Alors, c'est une remarque qui est intéressante et on l'a aussi vu avec Base qui a choisi l'OpiStack et la Superchain, c'est le séquençage partagé pour mettre en place son roll-up, son roll-up le roll-up de Coinbase, on va l'appeler comme ça. Donc, clairement, il y a une forte adoption de l'OpiStack et tout est une histoire de vibes et pas toujours de technologie. Tu parlais aussi de Polygon, je crois qu'Astar a récemment fait le move là-dessus, a quitté Polkadot pour construire sa propre ZKEVM en utilisant la stack de Polygon. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une histoire de culture, j'ai l'impression. Le choix d'un système par rapport à un autre. Et en termes de credible neutrality ou culture de développeur ou philosophie ou chevalier blanc ou j'en sais rien, c'est vrai qu'Ethereum a le premium sacré sur le sujet. Et j'ai l'impression que, et peut-être que je me trompe, pas mal de systèmes de Alt L1 qui avaient des difficultés à trouver la bonne narrative, le bon positionnement, la bonne vibe, entre guillemets, peut-être qui tendent une sorte d'ajustement, de conversion, une réinvention en tant que L1 pour éventuellement capter plus de liquidité via un bridge, comment on appelle ça, un smart contract bridge, canonical bridge, avec des garanties de sécurité correctes déjà, attirer plus de liquidité et aussi attirer peut-être plus de builders parce que il y a aussi toujours cette notion de tribalisme, vous savez, où
on veut construire sur un système qui hérite de certaines garanties d'Ethereum, qui a un certain niveau d'alignement avec Ethereum, etc., etc. On entend pas mal parler sur le crypto Twitter, tout simplement, le Twitter crypto de Ethereum Alignment. Il y a pas mal de papiers et de HackMD qui circulent sur la chose. Et, On a Abdel qui est là la semaine prochaine, qui nous a écrit un beau blog post sur le sujet. On l'évoquera avec lui dans l'émission la semaine prochaine. Exactement. Et finalement, c'est ça, c'est soit le choix entre une mort lente ou peut-être tenter une sorte de poker flip et passer, continuer d'exister sous la forme d'un L2 qui utilise connecté à Ethereum pour settle, avec peut-être un nouveau motto, un nouveau slogan et quelques nouveaux programmes d'incentive. Et peut-être que ça va passer et je ne sais pas, et j'aime pas présenter les choses de cette façon-là parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens bien intentionnés chez Celo qui peut-être aujourd'hui réalisent que ils essayent de naviguer dans un contexte qui est précaire, ils ont peut-être fait des erreurs, etc. et ont peut-être la meilleure intention en continuant d'exister sous la forme d'un layer 2, etc., etc. Mais clairement, cela suggère que the way to be, c'est être un L2 ou un L3, voire même un L4, avec un lien de parenté. Non, mais c'est pas des conneries. Hein. Les L3, c'est vraiment un truc. Hein. Les Application Specific Rollup ou non, c'est pas. On en rigole, mais le truc, c'est que comme tu l'as dit, c'est que pour l'instant, le coût d'un bloc n'est pas assez haut. C'est-à-dire que là, on fait des transactions. Mais après, ça se réveille vite. Hein. Aujourd'hui, on a fait un petit pic à 70 JY sur le mainnet parce que ça s'est un petit peu excité au niveau des news et des marchés. Dès qu'on a un petit peu d'activité, on se rend vite compte que Ethereum Layer 1, de toute façon, c'est fait pour être cher et ce sera cher quoi qu'il arrive dans le futur. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'autant de Layer 2 ? Est-ce qu'on a besoin d'autant de block space ? Très clairement, l'utilisation on-chain, aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Mais en même temps, si on n'est pas bullish sur le fait que plus de gens vont utiliser la blockchain, la valeur intrinsèque de tous les trucs qu'on a dans notre bague, elle n'est pas très élevée, les amis. Donc, au bout d'un moment, soit on est optimiste que les applications décentralisées ont un avenir, soit on se fait pas chier, on achète du Bitcoin et puis ça marche très bien. Et je pense aussi qu'il y a une différence. Il y a aussi une notion qui rentre en compte, c'est le nombre de bras qui sont capables de construire aussi en ce moment. C'est une denrée assez limitée, les devs. Et c'est un peu comme la liquidité, j'ai envie de dire. Le fractionnement de la liquidité n'est pas bon pour le prix, mais pour le fonctionnement. Le fractionnement des devs est aussi quelque chose qu'on peut voir et qui fait que tous les projets n'iront pas forcément au bout ou tous les langages ne seront pas forcément creusés au maximum. Et donc, c'est pour ça que tu dis 10 L2 différents, 10 autres blockchains qui veulent augmenter l'interopérabilité, etc. Ça va prendre du temps d'avoir les gens qui sont formés et qui viennent travailler sur entre guillemets, du Web 3, de la blockchain et créer des nouvelles choses. Donc, je pense qu'il y a aussi ce facteur qui peut limiter. Mais ça, c'est la réalité aussi du truc. C'est qu'aujourd'hui, je suis développeur. Si j'apprends Solidity, ça m'ouvre des opportunités sur Ethereum Mainnet, ça m'ouvre des opportunités sur Polygon, ça m'ouvre des opportunités sur Avalanche, sur Optimism, sur Arbitrum, sur Celo, etc. Je ne vais pas tous les faire, mais ça m'ouvre des opportunités quasiment infinies. Ça m'ouvre 90 ou 95% des offres d'emploi. Si demain, je me dis, non, en fait, je vais me spécialiser dans le langage de programmation de Tezos, ils sont où les débouchés? Et en fait, malheureusement, un standard technologique, c'est un peu winner take all. Il y a des exceptions de langage de niche, entre guillemets, qui sont très populaires à leur échelle. Pourquoi? Parce qu'ils permettent des choses qui sont très intéressantes. Je pense notamment à Starknet. Starknet, je me moque un petit peu de l'écosystème Starkware parce que le Cairo, faut être un ingénieur avec 2-3 doctorats pour commencer à comprendre et à coder Hello World. Mais en même temps, il y a des choses qu'on peut faire sur Cairo qu'on aura beaucoup de mal à faire sur Solidity, ou en tout cas, on les fera beaucoup moins efficacement et de manière fiable sur Solidity que sur Cairo. Donc, ça a plus ou moins un intérêt. Et ça réussit vraiment. Moi, je suis impressionné que Starkware, et c'est les seuls en dehors d'Ethereum qui ont réussi à fédérer une communauté de développeurs qui sont déter.
Et là, je salue Sam qui a été très impliqué dans Starknet CC et toutes les conférences qui sont assez bonnes là-dessus pour avoir créé une communauté qui est très active et plutôt déter. Mais en dehors de ces deux exemples-là, comment tu arrives à faire coder des gens sur Tezos aujourd'hui? Ça intéresse qui? Et c'est la même chose pour d'autres blockchains qui sont plus petites, quoi. Et d'ailleurs, on peut peut-être poser la question, puisqu'on a Sam, justement, pour nous répondre. Mais comment tu vois le play, toi, d'ailleurs, là, tu parlais de Starknet et Kero, et le play, justement, de la sortie de Kakarot, qui est le moteur EVM de Starknet. C'est quoi, rapidement, l'idée? Parce que on a deux langages différents, et on a quand même une branche qui va développer du langage Solidity sur Starknet. C'est quoi l'idée derrière, selon toi? Alors, en gros, Starknet fonctionne avec ce qu'on appelle un Domain Specific Language, donc un langage qui est spécifique à certains cas d'usage et à un écosystème, en l'occurrence ici Starknet, qui est optimisé pour la génération de preuves de validité, en l'occurrence ici des Stark. C'est un langage Turing complete, à l'image de Solidity, et donc vous pouvez réutiliser ce langage pour réécrire les specs, ou du moins les opcodes de la machine virtuelle d'Ethereum. Donc vous pouvez réécrire une machine virtuelle Ethereum avec Cairo et chaque opcode les réimplémenter au-dessus de Starknet pour avoir en gros une sorte de smart contract sur un L3 ou directement sur le L2 qui est en mesure d'exécuter du code en Solidity. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le truc, c'est qu'à partir du moment où vous construisez cette machine virtuelle Ethereum en Cairo, elle devient par nature une ZKEVM. Pourquoi? Parce que Cairo est un langage prouvable. Donc, toute la trace, toute l'exécution de ce qui est produit en fait via Cairo, on peut en prouver l'intégrité. On peut prouver que l'exécution s'est passée d'une façon spécifique. Donc, c'est une ZKEVM et la particularité, c'est qu'en plus, la code base est très courte par rapport aux autres ZKEVM, etc. Mais les performances ne sont peut-être pas au rendez-vous, etc. Donc, ça va permettre d'étendre, on va dire, la compatibilité de Starknet au-delà de Cairo et aussi de créer une avenue pour les développeurs Solidity pour construire des choses sur Starknet. Mais calmons-nous, l'équipe est très cool, Elias, Danilo, etc. sont des gens très, très, très enthousiastes, très talentueux, etc. Ça vient avec son lot de contraintes. Dans les premières itérations, si je ne me trompe pas, les premières versions de Kakarot ZKEVM qui seront en production, les contrats seuls qui sont sur Kakarot ZKEVM ne pourront pas composer naturellement avec les contrats en Cairo. Pareil, la compte abstraction que vous allez avoir sur Kakarot ZKEVM ne va pas être la même que celle de Starknet qui est native. Sur Kakarot ZKEVM, ce sera RC4337, etc. Vous allez avoir pas mal de différences sur de multiples aspects, qu'il s'agisse de performance, de compatibilité ou autre. Mais à mesure que le temps avance, il y a pas mal de petits tricks pour rendre l'expérience de plus en plus dépourvue de friction. Et donc, on peut même généraliser cette logique à d'autres langages si la demande se présente et imaginer un futur où il soit possible de coder en Rust ou tout ce qui target WASM sur Starknet et quand même bénéficier de cette, on va dire, provability, cette capacité de rendre le code prouvable et généraliser ça à plein de langages. Mais pour y arriver, il faut du temps, des builders et aussi pouvoir mesurer la sécurité de ces systèmes. Donc ça vient plus tard, mais ça, c'est un des points intéressants qu'il y a sur Cairo. Mais bien entendu, voilà. Vous me comprenez maintenant quand je dis qu'il faut 3 doctorats pour comprendre Cairo. C'est pas... Alors, ça, c'est faux. C'était très clair. En vrai, c'était très clair. Mais je pense que beaucoup de gens qui nous regardent, et je salue tous ceux qui nous regardent sur YouTube pour la rediffusion, vont avoir besoin d'appuyer sur pause, de revenir en arrière, de réécouter une deuxième fois ce que tu as dit. Parce que c'est très clair, hein, vraiment. Hein, mais c'est compliqué, mon ami. Hein. Alors, non, mais c'est de ma faute. Je suis un très mauvais ambassadeur, mais je vous l'avais dit, je n'étais pas prêt pour dire des choses très intelligentes. Je célébrais. Voilà, je suis encore un peu. Non, pour le coup, Cairo a changé. Avant, c'était Cairo 0 qui était très low level, comme on dit dans le jargon chez les informaticiens. Et aujourd'hui, c'est Cairo 1 qui a une syntaxe très proche de Rust et qui est un peu plus accessible. Mais clairement, ce n'est pas le langage le plus facile à prendre en main, surtout si vous n'avez pas
de background dans ce monde-là, dans ce milieu-là, etc. Mais tu soulèves un bon point, ce n'est pas le langage le plus agréable à prendre en main. Je suis d'accord avec toi. Mais si les gens... En dehors de la mauvaise foi, en vrai, tu as raison, c'est de plus en plus accessible, il y a de plus en plus de ressources, et comme j'ai dit, il y a aussi également de plus en plus d'applications qui vous apprennent à coder sur Cairo. J'en connais une en particulier, je crois que ça s'appelle Node quelque chose. Tu veux nous en parler, Sam? Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci pour cette... Pour les gens qui veulent devenir développeurs et pas que sur Cairo, même Solidity. Est-ce que tu veux que j'affiche le site à l'écran ou est-ce que tu veux le faire toi-même pour avoir un visuel? Je peux le faire moi si jamais... Sinon, je peux afficher, vu que moi j'ai un compte déjà connecté avec je présente l'écran de suite. Tac, on prend cet onglet-là. Hop, tac. Merde. Hop. Hop. Alors. Ouais, mais pour en revenir à Cairo, Starknet, navré si l'explication n'était pas la plus intelligible, c'est en gros un layer 2 avec son propre langage et il a son propre ce langage en fait. Tout ce que vous codez avec, c'est prouvable. Vous pouvez prouver que la chose s'est exécutée d'une certaine façon. Donc, si vous réécrivez une machine virtuelle d'Ethereum avec ce langage, elle devient prouvable. Et donc, vous pouvez supporter du code en Solidity, mais ça prend du temps, c'est chiant et il y a des contraintes d'expérience utilisateur qui viennent avec. Mais on peut imaginer un futur dans 3 ou 4 ans où il est possible de coder avec toutes sortes de langages au-dessus de Starknet. Mais est-ce que Starknet sera toujours là dans 4 ou 5 ans en bonne santé et suffisamment attrayant pour les développeurs afin que ces derniers viennent coder avec le langage avec lequel ils sont plus familiers? Difficile à dire. Cela dit, si Solidity ou Cairo, ça vous intrigue, vous pouvez aller sur pas mal de ressources. La première que je peux vous recommander dans le cas de Cairo, c'est la documentation et le Cairo Book et Starklings qui sont les points d'entrée pour commencer à se faire des dents sur Cairo. Node Guardians a un positionnement qui s'adresse un peu plus à des développeurs intermédiaires à avancer. Pour faire une petite présentation très rapidement, Node Guardians, en gros, c'est une sorte de plateforme qui a l'allure d'un jeu de rôle qui va vous permettre de tester vos compétences de programmation et d'apprendre des choses aussi en parallèle à travers ce que l'on appelle des quêtes. Les quêtes, c'est des challenges de programmation plus ou moins complexes que vous devez, plutôt même complexes, que vous devez résoudre. Et ils ont un peu l'allure... Clairement, il y a des quêtes qui m'ont mis des droites, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a certains trucs qui sont bien spécialisés. Alors, il y a des trucs très bien. Par exemple, je suis allé voir le Diamonds, et il faut savoir que les smart contracts Diamonds, c'est un standard qui a été mis en avant par l'un des développeurs de Avegochi. Donc, c'est un standard que je connais bien. La quête et le cours est de très très bonne qualité, donc là ça va, j'étais un petit peu dans ma zone de confort. Puis je suis allé voir d'autres trucs et genre, par exemple l'introduction sur les courbes électriques qui est de la crypto, mais de la vraie crypto, c'est pas de la crypto monnaie, c'est de la cryptographie. Ça fait transpirer, mais c'est bien, il y en a pour tous les goûts et le niveau, la qualité est très élevée, franchement. Merci d'avoir produit tout ça. C'est de la crypto de bonnet, B-O-N-E-H, pour très mauvaise Et en gros, vous avez des challenges de programmation que l'on appelle des quêtes. Et à chaque quête, vous allez avoir une petite histoire qui se développe à mesure que vous complétez les différents objectifs. 2 types de quêtes. Ce que l'on appelle des quêtes build et des quêtes CTF. Les quêtes CTF sont intégralement on-chain, ça veut dire capture the flag. Et là, on va vous demander de déclencher un événement on-chain pour vérifier que vous avez bien résolu un problème arbitraire. Est-ce que vous avez volé l'argent dans ce contrat? Est-ce que vous avez manipulé le prix de l'oracle, de ce price oracle? Est-ce que vous avez pété tel ou tel truc? Donc, vous avez un challenge et vous devez le résoudre. Vous déployez le contrat on-chain. Vous pouvez sauter l'histoire si ce n'est pas votre cam. Vous avez le contrat, vous avez les objectifs et à vous de jouer. Et si vous galérez, vous avez même des indices, mais vous perdez un peu de prestige. Vous déployez le contrat, et si on va déployer le conseil, vous choisissez le wallet qui vous convient le plus, et après, c'est parti. Vous devez hacker ça sur le testnet, on vous dit juste ce qu'il vous faut en girly if, et puis voilà. Pour débloquer la fin de l'histoire, vous devez résoudre le challenge. Et selon certains paramètres, comme l'efficacité de votre code en gaz ou d'autres choses, les récompenses que vous allez recevoir peuvent varier. Donc, en fait, c'est une sorte de réseau de réputation. Et pour vous construire le meilleur personnage, vous devez progresser dans le jeu ou résoudre des quêtes complexes, etc., pour construire votre identité, votre sorte de CV on-chain. La différence avec un CV en PDF que vous envoyez à tel ou tel employeur, recruteur, etc.,
c'est que même si vous avez un PhD de l'Université de Montpellier ou de Saint-Ouen, il est difficile de savoir si vous avez une capacité à résoudre des problèmes pratiques qui est importante, etc. Et donc là, ça va apporter quelque chose de complémentaire, voire même quelque chose qui peut remplacer un CV pour prouver que vous êtes en mesure de réaliser certaines tâches de programmation sur des sujets spécifiques. Et nous, on apporte cette gamification, ces mécaniques de vanité pour rendre la chose encore plus engageante, captivante, parce que beaucoup de ces sujets peuvent être assez lourds à digérer. Et si vous ajoutez ces petits systèmes d'engagement, de gamification, on peut rendre la chose un peu plus indolore. Toutes ces récompenses, elles sont dites soulbound ou liées à votre identité, donc vous ne pouvez pas les trader, et elles accompagnent votre personnage, votre caractère, et vous pouvez vous servir de cet or, cette expérience pour développer votre personnage. Donc voilà un peu le concept, c'est une sorte de réseau de réputation. Vous avez aussi une page journal, un peu comme dans League of Legends ou Dota, vous avez votre rang dans le jeu, une sorte de vue d'ensemble de vos compétences, un log des quêtes que vous avez complétées par le passé, des tutoriels si vous êtes, ou tutoriaux, si vous êtes débutant et vous voulez par exemple faire des choses basiques et comprendre le concept de la plateforme. Et donc là, je vous ai présenté les CTF et j'ai oublié de vous parler des challenges de type build. Build, en gros, c'est des challenges où on a besoin de vérifier certains paramètres, on va dire, un peu plus complexes sur votre code. Et donc là, ça reste automatisé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des tests en Foundry ou Hard Hat pour vérifier que votre code satisfait des conditions très, très spécifiques. Et à partir de là, on va pouvoir évaluer d'autres choses sur votre code et vous enseigner ou vérifier vos habilités sur beaucoup plus de domaines. Et donc, ça permet de généraliser l'utilité de la plateforme. Je voulais vous montrer très rapidement la V1 qui arrive, qui va en gros rendre les objets potentiellement à terme mintables et ajouter plus d'éléments de gamification comme des arbres de compétences qui vont avoir des implications sur qu'est-ce que votre personnage peut devenir et quel type d'éléments vous allez pouvoir crafter. Des leaderboards beaucoup plus expressifs, plus sympathiques. Et puis après, voilà quoi. Et d'autres langages vont arriver. Donc ça, c'est Noir Guardians qui va rediriger vers Node Guardians dans quelques jours. Vous allez pouvoir apprendre à programmer vos propres ZK circuits ZK sur Aztec Network, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Vous allez avoir la même chose pour Optimism et la plupart des rollups qui existent, Polygon Maiden, Scroll, ZK Sync, seront peut-être les prochains. Je préfère ne rien dire, mais pendant les 6 prochains mois, ça risque d'être chargé. Donc, peu importe ce que vous préférez, qu'il s'agisse de Cairo, Starknet, Ethereum Mainnet, Celo, Pomme de Terre Network ou autre, on va essayer de couvrir ces différentes stacks-là, vous donner les outils pour que vous puissiez mettre en avant vos compétences et faire des choses sur ces écosystèmes-là. L'idée, c'est que vous venez sur Node Guardians, vous avez des compétences, vous êtes dans le Web 2, vous voulez entrer dans cet univers-là, vous voulez obtenir une validation de vos acquis, vous prenez des challenges complexes, vous obtenez ces preuves de compétences, vous allez sur le Discord et si vous consentez, vous allez pouvoir être matché avec soit des boîtes qui recrutent dans le secteur, qui vont par exemple chercher des personnes qui ont tel ou tel niveau dans le jeu, vous allez pouvoir être mis en relation avec différents projets open source qui cherchent des contributeurs, ou vous allez pouvoir être mis en relation avec des DevRel ou des personnes qui gèrent des écosystèmes sur DL2 pour obtenir du financement et mettre en œuvre, construire votre proof of concept, etc. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Si vous galérez sur un challenge, vous avez les indices, mais on est aussi très heureux de vous avoir sur le Discord pour répondre à vos questions d'ordre technique. Tous les jours, on traite plusieurs tickets, on donne des indices, etc. pour vous guider dans votre apprentissage. Mais je préfère répéter ça une fois de plus. C'est une plateforme qui s'adresse aux développeurs intermédiaires à seniors. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir un minimum de bagage. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce qu'on pense que c'est vraiment là que notre travail a le plus d'impact, a le plus de sens. Il y a déjà énormément de ressources pour les débutants qui sont très bien maintenues. Mais quand vous allez sur des sujets plus complexes, là, c'est soit payant, soit pas maintenu malheureusement, soit divisé sur plusieurs plateformes, soit il n'y a juste rien du tout parce que c'est chiant à implémenter. Et donc, nous, on décide de se concentrer plutôt là-dessus, aussi parce qu'on cherche à, comment dire en anglais, make both ends meet. Et c'est là où on a le meilleur premium sur notre travail. Et on pense que c'est aussi comme ça qu'on peut avoir le plus d'impact. Donc, voilà un peu l'idée. Si vous êtes familier avec Cairo, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, imaginez ça, mais pour le code, vous obtenez vos preuves de compétences, vous construisez un personnage balèze
Et après, vous pouvez tout simplement être matché avec une opportunité qui vous permettra de vivre dans ce milieu-là. Et on ne prend pas d'email, on ne prend pas de paiement, ni quoi que ce soit. Il y a pas vous venez vous hacker avec votre compte GitHub et c'est tout. Puis après, il y a d'autres aspects intéressants. Vous avez un lore, on a écrit une sorte de bouquin qui définit tous les aspects, différentes histoires, différentes choses de ce type-là. Donc bon, je pense que c'est tout pour Node Guardians. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous allez avoir un système à terme, voilà, de matchmaking et d'autres petites choses. Moi, ce que je peux te dire, Sam, en tout cas, c'est que ça sert, puisque mon security engineer qu'on a engagé, on a pu aller vérifier. Il était sur Node Guardian, donc moi je le connaissais d'avant, mais il était sur Node Guardian. Il était plutôt très bien noté, puisque quand je l'ai vu, il était dans les premiers. Et au final, effectivement, ça permet de faire matcher un CV, des compétences avec une réalité qui est que si tu as réussi à monter et à avoir un énorme gars avec la plus grosse épée et une grosse armure, effectivement, tu dois être balèze. Et donc c'est assez cool de pouvoir voir ça, parce que pour avoir eu un autre dev avant, donc pas un security engineer, mais un dev qui se disait senior, il nous a fallu quand même au moins un mois pour voir en fait que le mec il touchait pas une bille et qu'il était incompétent. Et le problème dans des projets, c'est que les gens ne travaillent pas gratuitement, et que quand tu embauches quelqu'un pendant un mois et qu'en fait il est nul, étant donné que tu as quand même des trésoreries qui sont limitées quand tu lances un projet, tu peux pas te permettre de cramer des mois de runaway sur des gens incompétents qui viennent, même s'il reste qu'un mois, ils te coûtent de l'argent, les devs en plus coûtent cher. Donc ça permet aussi de faire le tri, et donc ça c'est assez cool. Donc je te rejoins sur le fait que ça permet de faire matcher l'offre et la demande. Ça, Vas-y, pardon, vas-y, ça. Non, je t'en prie, je voulais pas dire quelque chose d'intéressant. J'allais faire en fait le même commentaire d'un autre point de vue. Donc, tu as deux entreprises qui y sont représentées là. Et effectivement, ce qui est le plus dur, c'est quand tu recrutes un développeur, c'est de pouvoir, parce que tout le monde sait faire un joli CV, tout le monde sait faire un joli GitHub aussi, et peut tricher un petit peu là-dessus. Et c'est pour ça que avant, dans le monde, avant la crypto, on avait un truc qui s'appelait Code Wars. Je sais pas si tu as connu, mais j'ai connu ça il y a très longtemps. Je sais pas si c'est encore actif, mais on avait plein d'exercices comme ça, plein de quêtes, plein de défis où il fallait un petit peu monter ce genre de truc. Et ça avait quand même de la valeur quand tu faisais du recrutement, même si c'était pas non plus le truc principal. Et dans la crypto, je pense que c'est d'autant plus parce que, en fait, toi, tu arrives à jauger les compétences de développeurs intermédiaires à seniors, ce qui coûte vraiment le plus cher. Et on parle pas de développeurs qui vont gagner 1000, enfin le SMIC ou 2 fois le SMIC. Généralement, ils vont gagner beaucoup plus, et surtout dans la crypto, les salaires sont très élevés pour ces profils-là, d'intermédiaires plus et seniors. Mais le truc, c'est que payer ces salaires-là pour quelqu'un qui est en fait un junior et qui a découvert la blockchain il y a 2 semaines et demie et qui a fait vite fait une formation avec un tutoriel Alchemy, ça fait un peu mal quand tu es chef d'entreprise, parce que non seulement tu dépenses du temps, mais tu dépenses aussi de l'argent. Et en fait, les deux, c'est des ressources précieuses quand tu es un porteur de projet. Ouais, exactement. Des erreurs très coûteuses. Et donc, n'importe qui peut utiliser Node Guardians pour prendre des meilleures décisions. Aujourd'hui, par exemple, Starknet, pour ses Hacker House, prescrit ou demande aux différents candidats de compléter telle ou telle quête sur Node Guardians pour s'assurer que ceux qui sont hébergés pendant une semaine pour travailler sur de l'open source ou sur du Cairo ont un bagage minimum pour faire partie de l'initiative ou autre. Et l'idée, c'est que d'autres écosystèmes, on peut généraliser ça à d'autres écosystèmes, sans le prescrire, mais ça permet juste aux gens de prendre des meilleures décisions. Ou vous pouvez être, par exemple, un protocole, je dis n'importe quoi, comme AAV, vous avez un nouveau stablecoin Go avec des nouveaux éléments, des nouveaux contrats qui sont liés à cette innovation. Vous voulez filtrer les gens qui ont déjà fait tel ou tel test, vous pouvez, par exemple, avoir une sorte de quête. Si vous complétez cette quête, vous obtenez une épée qui pourrait être potentiellement mintable. Et si cette épée est dans votre wallet, vous pouvez aller prendre l'apéro du Go et avoir des chaussettes, par exemple. Parce que vous avez complété tel ou tel challenge à vos heures perdues.
Et ce qui est intéressant quand vous ajoutez en plus la vanité, c'est que ça donne des comportements qui sont assez chouettes. Vu que vous ne voulez pas perdre votre rang dans le top 20 ou le top 30, vous vous retrouvez à faire des challenges sur du assembly ou du YUL que vous n'avez pas envie de faire juste parce que quelqu'un vous a volé, par exemple, votre position dans le top 30. Et en fait, vous découvrez naïvement que vous aimez bien ça et vous commencez à faire, j'en sais rien, des audits ou vous commencez à coder en Cairo parce qu'en fait, vous avez apprécié la chose, vous commencez à faire de l'open source sur le sujet. Et en fait, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et il y a pas mal de dommages collatéraux ou imprévus qui arrivent à partir de cette logique de vanité. Pareil, si vous faites du first blooding. Le first blooding, ça veut dire compléter un challenge en étant parmi les 10 premiers ou autres. Pas mal de gens se découvrent des passions pour certaines choses juste en jouant le jeu. Et nous, ça nous fait très plaisir. Et Marc, tu pointais du doigt justement pour en revenir en fait au recrutement sur les personnes de niveau intermédiaire élevé. C'est vrai qu'il y a une valeur ajoutée forte pour ce type d'individus, de spécialistes. Et nous, on essaie juste de matcher ces gens-là avec des écosystèmes. On parle de salaires qui vont, j'en sais rien, moi, de 100 000 à 200 000, voire même 300 000 euros pour certains cryptographes par an. Et l'idée, c'est juste d'éviter des erreurs de recrutement dans une certaine mesure, oui, clairement. Non, mais c'est vrai que c'est un outil qui peut vraiment servir, et notamment, comme tu as dit, dans le recrutement, notamment quand on a des founders qui sont pas forcément des devs, tu vois, et que tu sais pas. Moi, j'ai le problème régulièrement, et encore, j'ai une équipe de confiance, mais de savoir que ce qui va être fait est bien ce que tu as demandé, etc. C'est pas forcément simple, et donc tu veux être sûr d'avoir des gens compétents qui sont pas en train de te dire que bien sûr ils vont te livrer et que en fait ça va jamais arriver parce que c'est au-delà de leur capacité. Et donc le fait de pouvoir les envoyer sur telle ou telle quête, déjà pour voir le niveau minimum entre guillemets, vérifier un niveau minimum, tu vois, ça permet de jauger assez facilement. Si même toi t'es pas si moi je suis pas capable de faire cette quête-là parce que je suis pas dev, mais je sais que un dev que j'estime devoir avoir le niveau pour venir travailler doit être capable de me faire ça rapidement. Et si c'est pas le cas, c'est que le profil n'est pas le bon. Et ça, c'est vraiment un outil qui, qu'en tant que builder, que chef d'entreprise, est très précieux. Et pour en revenir à la question que je vois assez souvent sur le modèle économique de Node Guardians, très très bonne question. Alors en effet, c'est une sorte de public good, de bien commun pour le développeur, vu que pour créer un écosystème ou une plateforme qui est attrayante pour des agents sophistiqués, il faut le moins de friction parce que le switching cost de quelqu'un d'intelligent, il est très bas. Vous pouvez très vite l'agacer. L'idée, c'est de faire en sorte que ce soit gratuit, ad vitam aeternam, et qu'il n'y ait pas de pub ou de pop-up ou de trucs chelous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche financièrement? Bonne question. Alors, dès qu'une fondation d'un L2 ou un protocole de DeFi vient nous voir ou un Flashbot pour créer une quête, nous, vu qu'on crée ça en interne, aussi avec des membres de notre communauté qui suivent un certain ensemble de règles pour contribuer, on charge un coût, tout simplement. Donc, pour chaque quête intégrée spécifique à un écosystème, nous, on va vendre ça. Donc, ce qu'on appelle des intégrations. Il en existe des légères et des intégrations de grande taille. Donc, 3 quêtes ou 20 quêtes, etc. Ça nous occupe et ça nous permet de générer un revenu. Et à la fin, vous avez une nouvelle quête sur la plateforme. Si ce n'est pas votre cam, j'en sais rien, moi, faire des fraud proof, vous n'y touchez pas. Mais c'est dommage, vous n'allez pas avoir l'épée. Up to you guys. Ensuite, vous avez d'autres axes qui peuvent être explorés, qui vont être éventuellement... voilà, vous avez le matchmaking. Si quelqu'un est, par exemple, mis en relation avec un protocole via Node Guardians, en utilisant toute la logique de filtrage liée aux quêtes, on peut prendre un success fees. Donc, en cas de mise en relation réussie. Pourcentage sur le salaire annuel, ce n'est pas vraiment un modèle innovant, nouveau, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait potentiellement marcher, ou on peut penser à quelque chose de plus original. Ça, pour donner du contexte, c'est un coût qui est relativement important dans le monde de l'entreprise. Généralement, ce qui se pratique, c'est entre 10 jusqu'à, en bull market, quand il n'y a pas de développeurs disponibles, jusqu'à 30% du salaire annuel de kickback fee sur les gens qui sont chasseurs de terre ou les entreprises qui mettent en relation, et qu'il y a vraiment quelque chose, un certain nombre de
mois sont passés et qu'on considère que c'est un succès l'intégration de la personne qui a été recrutée. On a dit, on ne parle pas de gens qui ont des salaires au SMIC, on parle de gens qui ont des salaires parfois 10 fois ça, donc, et voire plus. Donc ça peut représenter des sommes qui sont assez grandes. En effet, c'est exactement ça. En moyenne, on parle souvent pour un chercheur en recherche ou un smart contract engineer, voilà, de salaires qui vont très facilement de 100 000 à 150 000 dollars. Et ça, c'est plutôt commun sur le marché international. Aux États-Unis, on peut même aller chercher des choses encore plus, des chiffres encore plus importants. C'est vrai, tu l'as très bien dit. D'autres axes de génération de revenus. On fait des événements. À la base, on ne les fait pas pour faire de l'argent, mais c'est une activité qui s'est prouvée être plutôt rentable pour nous. Et enfin, la boîte s'appelle Node Guardians. Et la vision moyen-long terme, c'est une drôle de sorte de go-to-market strategy, c'est d'être producteur de blocs sur les roll-up et prover. Le truc, c'est que quand vous arrivez les poches vides et vous dites oui, moi je fais du staking et j'ai envie de devenir séquenceur sur votre roll-up de demain, et vous avez Figment et Coinbase Cloud et Bison Trails qui sont aussi dans le même peloton et qui demandent la même chose que vous, en général, on vous ghost et vous pouvez aller vous faire foutre. C'est ce qui va se passer, sauf si vous avez travaillé chez tel ou tel black et vous avez tel niveau de vouching, de recommandation, etc. Et aussi une stack technique béton où vous vous êtes distingué à travers tel ou tel fait d'armes. Tout est possible, tout dépend le réseau que vous avez et comment vous amenez votre proposition. OK. Mais dans les L2 de demain, quand ils auront enfin une infrastructure décentralisée, qu'il s'agisse de Proof of Stake ou de Proof of Governance, le système d'élection du leader ou autre, je pense qu'il va avoir un peu plus de responsabilité quant au choix des opérateurs du réseau. Les stakeholders, les détenteurs du jeton, vont être plus conscients quant à quel acteur ils choisissent pour faire ce jeu, pour avoir ce rôle ou autre. Et nous, on pense, dans une certaine mesure, contribuer d'une façon très tangible à l'onboarding des développeurs sur ces écosystèmes crédibles, développeurs expérimentés, et ça pourrait nous mettre dans une position éventuellement intéressante pour légitimer notre rôle en tant qu'opérateur de séquenceur. Et ce n'est pas un secteur ou un domaine que l'on traite avec moins de sérieux que la production de quêtes ou autre. On essaye de s'impliquer activement, rechercher activement la chose et se préparer à cette transition pour demain. Ça peut nous permettre de générer du revenu sans exercer de pression sur l'utilisateur final, en fait, et avoir une sorte de, comment dire en anglais, flywheel intéressante, parce que le produit continue de bénéficier à des centaines, voire des milliers de développeurs. Nous, on y trouve notre compte, et comme qui disait en défi 3-3 ou un truc du genre, mais bien entendu, ce modèle peut totalement échouer ou autre, mais c'est un peu ça l'idée, et c'est pour ça que la boîte s'appelle Node Guardians, à la base, ça venait de ça. Et on a fait quelques expérimentations sur le Cosmos Hub, sur Axelar, sur Osmosis, sur Ethereum, des clusters de DBT, etc., qui nous ont permis de dégager un peu de revenus. Aujourd'hui, la boîte génère du revenu sur les mois qui arrivent, et on espère que cette stratégie que l'on compte suivre pour l'année qui arrive portera ses fruits, mais peut-être qu'on se trompera, et de toute façon, le PMF, c'est une recherche constante, donc on verra bien. Et en tout cas, c'est toujours très drôle de construire tout ça. Et je remercie tous les commentaires sympathiques et voilà, pour vos questions aussi. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions sur Node Guardians, n'hésitez pas à venir sur Discord, à les poser sur le général. Et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Super intéressant. Écoute, je pense que tu as fait vraiment un gros résumé là, de ce qu'est Node Guardians. Et pour le public qui connaissait déjà, peut-être qu'ils ont découvert des choses aujourd'hui. Pour le public qui ne connaissait pas, et c'est vrai que de temps en temps, on a aussi des techs, des développeurs et tout ça dans la communauté qui ne savent pas trop et vers qui se diriger ou vers quoi se diriger ou comment le faire. Ça peut être une sacrée bonne porte d'entrée pour, entre guillemets, faire ses preuves et derrière avoir un monde de marché d'emploi qui s'ouvre à vous. Après, tu as bien fait de le rappeler, ça se dirige plutôt à des personnes qui sont déjà développeurs de base et relativement confirmés. Ça ne va pas être pour des développeurs super débutants, quoi. Mais ça peut être intéressant, je pense, pour les personnes qui cherchent à s'impliquer, en tout cas dans tout ce qui tourne autour du développement dans la crypto. Et j'espère que ça puisse donner aussi certaines vocations
à des personnes qui trouveront ça cool et qui s'intéresseront peut-être au développement crypto, enfin développement blockchain autour de ça, quoi. Puisqu'il y a pas mal de choses à découvrir aussi. Ah, j'espère que les gens y trouveront, trouveront leur compte sur la plateforme, l'apprécieront. Nous, en tout cas, on accueille le feedback avec grand plaisir, les critiques. Et à la fin, ce qu'on veut faire, c'est un produit qui plaît aux gens. Donc, franchement, si vous avez des idées pour le rendre meilleur, on est là. Et je, je remercie tout le monde pour leur attention. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce positionnement. On a compris un intermédiaire élevé, mais du coup, en fait, on en avait discuté. Je pense que il faut, en fait, il faudrait filtrer quasiment au tout début. Je reviens un peu à ça, c'était pas Codeward, c'était une autre plateforme. Désolé, hein, je fais des références aux plateformes de développement traditionnelles, mais je me souviens d'une plateforme qui faisait un test mais basique JavaScript en mode si tu sais pas coder ça sert à rien que tu ouvres un compte. Et c'était pas forcément condescendant, c'était juste que pour personne perdre du temps. Et le truc, c'était vraiment faire une multiplication en JavaScript ou je sais pas, un truc ou en Python. Enfin, tu choisissais ton langage de programmation et c'était ou faire une boucle. Je me souviens plus du truc concret, mais c'était un mini test. Est-ce qu'il faudrait pas faire des trucs ultra accessibles et dire bon là on est vraiment dans un truc plus compliqué, donc des filtres ou pas, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien rendre la plateforme encore plus universelle et créer quelque chose une sorte de rampe pour les débutants afin que ces derniers deviennent intermédiaires, etc., à travers des challenges beaucoup plus faciles. Très d'accord avec toi. Il y en a d'ailleurs. Il y a des challenges de niveau 1 ou 2, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a des biens et des très très bien sur par exemple faire un setup d'environnement de développeurs, notamment sur Solidity et Cairo. Cairo, je ne l'ai pas évalué, mais Solidity, j'ai regardé. Et ça te permet d'avoir les bonnes bases, de voir les bons outils pour développer. Et c'est vraiment pas mal parce que tu pars sur de bonnes bases, ce qui est souvent malheureusement le truc qui pêche le plus dans ces cours de programmation où on te dit ah tiens, il faut coder ça et voilà telle fonction ça fonctionne comme ça, mais on t'a pas expliqué la base de la base, c'est-à-dire c'est quoi VS Code, c'est quoi un IDE, c'est quoi et comment tu exécutes des programmes et dans quel environnement tu le fais, avec quelle librairie t'appelles, etc. Donc ça vous le faites et vous le faites très bien. Ouais, clairement, c'est les tutorial quests comme on les appelle, et il y a aussi de la théorie avant de tacler des problèmes pratiques plus complexes. Par exemple, si vous voulez implémenter votre propre courbe elliptique, vous avez des articles de mathématiques qui donnent mal au crâne, qui normalement vous donnent les bases pour y arriver, parce que le constat qu'on avait fait sur la quête Stealth Address nécessite une compréhension de ces courbes-là, c'est que trouver des ressources sur les courbes elliptiques digestes et spécifiques un peu au sujet, c'est chiant. Il faut passer du temps sur des forums ou aller sur 8 sites en même temps avec des trucs un peu fanés. Et on a essayé de centraliser ça sur une même page, etc. Mais clairement, proposer des quêtes qui s'adressent un peu plus aux débutants, c'est quelque chose que l'on va un peu commencer à explorer. Allez, je tease avec Noir Guardians, où il va avoir des choses un peu plus triviales que la moyenne pour commencer à manipuler Noir. Et à mesure que le temps avance, des sujets plus complexes seront introduits. Mais ouais, clairement, avoir quelque chose de plus général, c'est un feedback que l'on a souvent et quelque chose que l'on va essayer de traiter. Mais aujourd'hui, on est vraiment sous l'eau. Donc, on ne peut pas vraiment résoudre ce problème. Mais d'ici 6 à 7 mois, c'est peut-être envisageable. Donc, on verra bien. Mais très, très bon feedback et j'en prends note vraiment. Eh ben super, écoute, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça et on suivra du coup Noir Guardians également, en plus de Node, ça va faire pas mal de choses. Quand tu vas sur Noir Guardian, ça te renverra sur Node Guardian. C'est juste une connerie en fait. C'est un teaser. Voilà. Alors, il y en a certains dans le chat qui ont dit ce soir, avec ChatGPT, je vais réussir tous les challenges de Nord Guardian. Bon courage, les copains. Ouais, bon courage. Ouais, franchement, bon courage. Essayez, hein, et vous m'en direz des nouvelles. L'IA peut pas tout. Hein. Clairement, il y a certains trucs où elle n'est pas encore assez développée. Peut-être dans 5 ans. Hein. Dans 5 ans, mais bon, ça, c'est autre chose. Ce qu'on veut mettre en place, c'est ce qu'on appelle la génération procédurale pour certains challenges aussi.
ce qui en est des solutions. Si jamais quelqu'un s'amuse à faire des post-mortem, ce qui est une très bonne chose, je vous encourage à faire des post-mortem sur la résolution d'un challenge, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire en sorte que le challenge soit généré aléatoirement en respectant certaines contraintes? C'est tout à fait possible, mais il faut le mettre en place et c'est un sujet de recherche que l'on regarde de près pour potentiellement l'année prochaine, afin d'ajouter plus de complexité, de profondeur à l'évaluation des compétences sur nos Guardians. Mais bref, oui, GPT ne fait pas encore, peut vous aider, clairement, sur la logique. Après, il galère un peu vu que les variables ont des noms bizarres. Pour suivre les lores, il n'aime pas du tout. Et pour Cairo, c'est nouveau. Cairo 1, le compileur 2.3, il ne le connaît pas encore. Donc, je crois qu'il s'est arrêté en septembre 2021. Cairo n'existait pas, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, sa forme actuelle, ça, j'en suis sûr à 100%. Donc, a priori, c'est désolé les amis, ça ne va pas marcher. Voilà. Et pour Noir, c'est du frais, Nargo, tout ça. Donc, ça peut être un peu difficile, mais il y a un futur dans 2 ou 3 ans. Mais après, quelles sont les incitations à se faire un profil en or pour finalement finir dans une interview d'emploi et se faire défoncer. Il y a 0 € à la clé, en fait. Ça sert à rien. Après, vous prenez juste un strike et vous avez perdu 10 heures de votre vie à copier du code. Et c'est tout. Voilà. Terminé. Voilà. Mais à explorer. C'est clair et c'est super intéressant pour toutes les personnes qui veulent s'intéresser au développement dans la blockchain dans tous les cas. D'ailleurs, ça peut-être, je sais pas plus tard si vous voudrez orienter autour de ça, mais ça pourrait être pas mal aussi de faire le chemin inverse, de passer des mid seniors vers pourquoi pas un Node Guardian qui permettrait à un développeur qui s'intéresse au dev blockchain de step up quasiment pas de zéro, mais il faudrait déjà, je suppose, des gens qui aient développé d'autres langages auparavant, mais qui permettraient d'apprendre le langage Solidity, par exemple, au travers de quêtes et de choses qui seraient un peu gamifiées, si je puis dire. Absolument. Alors aujourd'hui, Node Guardian s'adresse aux développeurs du Web 2 qui ont on va dire une formation plus classique, académique en programmation, qui veulent passer dans le Web 3. Parce que normalement, en tâtant un peu Solidity, certaines ressources de base, ils peuvent aller s'amuser sur les challenges, même les plus complexes, parce qu'ils ont fait 15 ans de C# ou autre, ça va venir assez vite. Ils peuvent s'amuser sur Node Guardians en combinant ça un peu avec Ethernote, Capture the Ether, etc. Mais un cursus pour les débutants ou les gens qui ont de l'intérêt et qui veulent passer au niveau supérieur est tout à fait envisageable. Et comme je le disais à Marc, on ne peut pas régler ça dans l'immédiat, mais je pense que d'ici 6 à 7 mois, c'est vraiment quelque chose que l'on va pouvoir éventuellement étudier et proposer. Et c'est une très belle suggestion. J'espère qu'on pourra le faire, en tout cas, CM. J'espère. Bah écoute, on suivra ça avec grand intérêt. Et puis, c'est vrai que même pour les personnes peut-être qui n'ont jamais fait de code tout court, il y aurait un truc à creuser de ce côté-là. On peut se trouver des vocations ou des passions, ou je ne sais pas. Là, par contre, c'est crowded, mon cher CM. Il y a du Zilli, il y a du Galaxy, il y a du Questmania, Questbook, il y a plein de trucs de quêtes Web3 natifs qui ont l'air d'avoir le vent en poupe. Alors après, je ne sais pas si c'est des bots parce que je vois des chiffres, 1 million d'utilisateurs, 3 millions qui font les différentes tâches, mais ça a l'air de marcher du tonnerre. Et là, on arrive sur... on va avoir un peu plus de mal peut-être à briller, à se distinguer, mais clairement, peut-être, à étudier. Eh bien, écoute, top. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir et on aura bien discuté. C'était bien cool. Et notamment pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on avait parlé un peu des layers 2, de l'interopérabilité, etc. Comme d'habitude, vous aurez le replay qui est disponible sur Twitch immédiatement à la fin de cette émission et demain du côté de YouTube. Donc, pour le replay que je sais, il y a bon nombre de personnes qui aiment le consulter que sur YouTube et pas forcément sur Twitch. Donc voilà, on le rend disponible sur autant de plateformes que nécessaire. Merci à tous d'avoir été là. On était 800 et des brouettes au pic. Donc, on sent quand même qu'il y a un intérêt qui revient petit à petit. Et c'est toujours cool de faire ce live du lundi en votre présence. Merci Marc et Manu. Merci on se retrouve Sam la semaine prochaine. Oui.
On se retrouve la semaine prochaine avec Abdelhamid, qui va venir Exactement. nous parler de plein de sujets intéressants. Et ça va être assez technique, on vous prévient à l'avance. Hein, mais ça fait du bien aussi de revoir les fondamentaux, parce qu'on est dans la meilleure phase de marché pour faire ses devoirs, chers amis. C'est clair. Distribution Donc, de Doliprane. Merci à tous les trois. Merci Sam d'être venu et de nous avoir parlé de Merci. notre Guardian, mais pas que. C'était cool à refaire. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Salut, merci à tous. Ouais. Merci, Messieurs, merci le chat.